Bonsoir, Monsieur le Premier ministre, et merci d'avoir accepté de participer à cette conférence. De participer gratuitement à cette conférence. Monsieur Juppé, tâche difficile que celle qui consiste à vous présenter sans sombrer dans une longue litanie de prestigieux diplômes et de glorieuses fonctions. Landais, de souche comme on dit, vous obtenez votre baccalauréat en 1962, puis montez à Paris et effectuez vos années de classe préparatoire au lycée Louis-le-Grand. Vous intégrez l'école normale supérieure, obtenez l'agrégation de lettres classiques, et après 2 années à Sciences Po, passez avec succès le concours d'entrée à l'École nationale d'administration. Inspecteur général des finances de formation, vous devenez très vite un proche collaborateur de Jacques Chirac, dont vous êtes l'adjoint à la mairie de Paris pendant 12 ans. Jusqu'à aujourd'hui, vous lui faites preuve d'une amitié et d'une fidélité sans faille, pour le meilleur et pour le pire, diront certains. Nommé Premier ministre en 1995, votre projet de réforme de la sécurité sociale, dit Plan Juppé, déclenche un vaste mouvement de contestation face auquel vous essayez de demeurer droit dans vos bottes, selon vos mots, et cela jusqu'à votre départ en 1997, suite à la victoire de la gauche aux élections législatives. En retrait sur la scène nationale, vous démissionnez en 2004 de la présidence de l'UMP, parti que vous avez cofondé avec Jacques Chirac, et vous exilez dans les steppes canadiennes. À votre tour, étape par étape, vous retrouvez une place politique de premier plan qui vous conduit au ministère de l'écologie, de la défense et des affaires étrangères sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Depuis la défaite électorale de la droite en 2012, vous ne cachez pas vos ambitions présidentielles, qui deviennent officielles à la rentrée 2014. Refusant de souffler sur le brasier identitaire, vos paroles contrastent étrangement avec celles de nombreux membres de votre famille politique et avec certaines de vos propres positions, plus à droite, mais peu habiles, défendues dans un passé désormais lointain. Au suicide français, à la crainte du déclin, au pessimisme ambiant, vous répondez par le héroïque espoir d'une identité heureuse, d'une démocratie moderne et d'une économie nouvelle. Naïveté, béatitude d'un technocrate averti selon certains de vos pairs, ou lucidité et conscience, que notre histoire vivante et mouvante ne peut pas rester figée dans la nostalgie d'un passé idéalisé. C'est la foi que les autres mettent en nous qui nous indique notre voie, disait le Bordelais François Mauriac. Vous comptez désormais 66% d'opinion favorable parmi les Français. Mais avant vous, François Bayrou aussi a longtemps été la personnalité politique préférée des Français. Et pourtant. Mais je m'égare. Monsieur Juppé, encore une fois, merci de votre venue. N'hésitez pas à faire honneur à votre prix d'homme politique le plus drôle de l'année 2014. Faites appel à nos pires réflexes pavloviens. Enfin, à l'un et à l'autre des intervieweurs, je souhaite bonne chance. Et à vous, Monsieur le Premier ministre, en toute impartialité, une excellente campagne. Merci Yama pour cette présentation. Merci à vous, Monsieur Juppé, d'avoir accepté notre invitation. Vous avez un droit de réponse à la présentation qui vient d'être faite. Je voudrais simplement remercier l'auteur de ce bref curriculum vitae. Une petite précision, il faut être très attentif à ne pas usurper des titres qu'on n'a pas. Je ne suis pas inspecteur général des finances. Je ne suis qu'inspecteur des finances, puisque j'ai quitté ensuite l'inspection pour me lancer dans la politique, et je n'ai donc pas franchi tous les échelons de la hiérarchie. Enfin, c'était un détail. Il faut faire attention aujourd'hui à ne pas faire de plagiat, à ne pas revendiquer de titres qu'on n'a pas. C'était juste la petite précision que je voulais apporter. Pour le reste, c'est assez fidèle, donc on va peut-être en parler maintenant, hein, plus longuement. Alors avant de commencer cette interview, je tiens à remercier tous les étudiants qui se sont déplacés,
à saluer la présence de M. Gilles Curti, premier adjoint au maire de la ville de Juan-Josas, M. Moreau, secrétaire général d'HEC, et aussi des anciens élèves d'HEC qui sont venus nombreux ce soir. Alors cet échange va se dérouler en plusieurs parties, M. Juppé. Donc Alexandre et moi allons mener une interview qui va durer environ 1 heure. Nous aborderons de nombreux sujets. Tout d'abord, votre place dans la politique française, la situation politique du pays. Ensuite, nous essaierons d'aborder les premiers axes de votre programme qui est en construction et les grands chantiers que vous comptez engager pour réformer le pays sur le plan de l'économie, de l'éducation et de la société. Et enfin, nous laisserons la parole au public pour une série de questions. Alors, première question, on vous a vu cette semaine à la une de l'Obs avec un titre très accrocheur. Mais qu'est-ce qui lui trouve tous? Alors, je vous retourne la question, M. Juppé, qu'est-ce qui vous trouve tous? Bon, je voudrais remercier à mon tour l'adjoint au maire de Jouy-en-Josas et le secrétaire général de votre école d'être présents ce soir. Et vous remercier aussi d'avoir pris une soirée pour venir m'écouter. Je ne sais pas répondre à cette question, c'est à vous d'y répondre. Je dirais simplement que les sondages de popularité doivent être pris avec prudence. Ça va, ça vient. Vous connaissez l'expression fameuse de Jacques Chirac, il faut... C'était quoi déjà mépriser les hauts et repriser les bas. Voilà, c'était le sondage. Voilà. Donc c'est une maxime assez sage. Voilà, peut-être que les Françaises et les Français qui regardent le parcours qui a été le mien se disent qu'à un certain moment, l'expérience peut être utile et peut apporter ce qui manque aujourd'hui pour l'essentiel à notre pays. On va avoir l'occasion d'en parler, je pense, abondamment, c'est-à-dire de la confiance en soi, de la confiance dans les chances de la France, dans la confiance de l'avenir, tout simplement. C'est en tout cas le message que je souhaiterais vous adresser ce soir. Mais avant de faire la une de l'Obs, vous aviez aussi fait la une des Inrocks, qui est un hebdomadaire classé à gauche. De plus, dans un sondage paru dans l'Obs, 52% des sympathisants de gauche vous trouvent compétent pour assurer la fonction présidentielle. Est-ce que vous n'avez pas peur de parler aux électeurs de gauche avant de parler aux électeurs de droite, alors que vous vous présentez aux primaires de la droite et du centre? J'ai fait aussi la une de Valeurs Actuelles. J'ai fait la une du Figaro Magazine. Voilà, et peut-être de quelques autres magazines. Je pourrais vous répondre en citant cette phrase célèbre du général de Gaulle: la France, c'est pas la gauche, la France, c'est pas la droite, la France, c'est tous les Français. Alors, je ne nie pas mes origines politiques, elles sont à droite, cela va de soi. Je pourrais vous dire pourquoi d'ailleurs. Mais je pense qu'aujourd'hui, notre pays doit dépasser en partie ces clivages, parce que le paysage politique s'est modifié, parce que l'extrême droite occupe la place qui est la sienne, parce que nous avons une gauche une partie de la gauche qui n'a pas compris grand-chose à l'évolution du monde moderne et qui s'enferme dans des réflexes conservateurs ou passéistes et qui a peut-être devant nous des recompositions politiques qui font qu'on dépassera ces vieux clivages. Justement, est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui 2 UMP, c'est-à-dire une UMP plus progressiste et européenne à laquelle vous appartenez, et une UMP conservatrice, eurosceptique? Est-ce que l'UMP finalement n'est pas vouée à la scission? Est-ce qu'on peut encore tenir longuement avec cette situation de 2 UMP au sein d'une même UMP? L'UMP est diverse, comme l'était avant elle le RPR. J'ai longtemps milité et même dirigé les instances du RPR. Il y avait aussi des sensibilités différentes, plus ou moins européennes, plus ou moins anti-européennes. Aujourd'hui, c'est vrai qu'au sein de l'UMP, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt, il y a 2 lignes ou 2 tendances qui est parfois difficile de bien identifier. Une qui est plus à droite toute, pour essayer de ne pas se laisser déborder par le Front National, et une autre qui est davantage droite et centre. Essayons de rechercher des alliances en étant nous-mêmes, en défendant nos propres positions et en essayant de barrer la route au Front National par cette stratégie d'alliance plutôt que par une stratégie de compromission. Vous voyez bien dans quelle ligne je me situe. Mais justement, quand vous appelez à une union de la droite et du centre et que vous, François Bayrou, vous êtes sifflé par les militants de votre parti. Est-ce que vous ne pensez pas que cela sera difficile de gagner la primaire sans les militants et sans l'appareil du parti ? Certains m'accusent d'avoir pris un certain plaisir masochiste à me faire siffler et même en rajouter un petit peu le jour de cette réunion à Paris. Je constate qu'il y a un décalage extraordinaire entre parfois les réactions militantes et puis les réactions du terrain.
ce qui se passe dans la réalité. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans la réalité? Je fais campagne avec d'autres pour ces fameuses élections départementales qui vont avoir lieu le 22 et le 29 mars, dans des conditions d'ailleurs assez ubuesques, puisqu'on va voter pour des conseillers départementaux dont on ne connaît pas au moment où on va voter les compétences. Eh bien, qu'est-ce que je constate sur le terrain? Partout où je passe, et pas simplement en Gironde, c'est que nos candidats s'efforcent de faire l'alliance entre l'UMP, l'UDI et même le MoDem, et puis la société civile, et des candidats qui n'ont pas d'appartenance politique. Tout simplement parce que le bon sens pour gagner dans la configuration actuelle du paysage politique français, c'est de faire cette alliance. Donc je suis conforté dans cette vision des choses, et je pense que même dans une primaire, cette analyse de bon sens peut prévaloir. Alors je sais bien qu'il suffit de prononcer le mot de François Bayrou devant des auditoires UMP pour agiter la salle. Voilà, moi je suis un pragmatique. Pour moi, 2017, ce ne sera pas la revanche de 2012. François Bayrou a pris les positions que l'on sait en 2012, qui n'étaient pas les miennes. Mais si j'avais refusé les voix de tous ceux qui avaient voté pour François Hollande à l'élection présidentielle de 2012, je n'aurais jamais été réélu maire de Bordeaux en 2014 avec 61% des voix. Vous voyez qu'il y a des moments où il faut rassembler. Et est-ce que, par conséquent, vous rejetez l'expression de FNPS utilisée par Nicolas Sarkozy récemment? Non, je l'avais utilisée moi-même. Je vous renvoie à l'interview que vous citiez dans les Inrocks, où j'avais précisément utilisé ce sigle en réponse à cette absurdité qui est l'UMPS. L'UMPS, ça marche, hélas, alors que c'est un défi au bon sens. Si l'UMP et le PS faisaient la même politique, comment pouvez-vous expliquer qu'à peine arrivé au pouvoir, en 2012, François Hollande se soit employé à annuler toute une série de réformes que nous avions faites auparavant? Bon, les heures supplémentaires défiscalisées, la TVA compétitivité compensant la suppression des cotisations d'allocation familiale, et ainsi de suite. Je pourrais citer beaucoup d'autres exemples. C'est donc bien qu'il y a eu une rupture politique. J'ajoute que la politique pénale de Mme Taubira ne ressemble pas tout à fait, c'est le moins qu'on puisse dire, à la politique pénale qui était assurée avant. Donc cet amalgame UMP-PS, UMPS, même si ça plaît, même si ça fait mouche, même si ça rejoint un sentiment qui existe dans l'opinion publique, à savoir que les partis politiques ont été également impuissants à régler les problèmes qui sont ceux de la France, eh bien cette expression, je le répète, n'a pas pour moi de sens. Et donc je lui ai opposé avec d'autres le concept FNPS. Pourquoi? Parce que dans bien des circonstances, la position du FN, notamment dans des triangulaires, a fait la courte échelle aux candidats du Parti socialiste contre ceux de la droite et du centre. Et il faut bien voir que pendant très longtemps, c'est encore vrai aujourd'hui, la principale cible du Front National, c'était l'UMP. Éliminons la droite républicaine, modérée, classique, pour prendre sa place et donc accéder au pouvoir. C'est pour ça qu'il y a une connivence objective, même s'il n'y a pas une connivence dans les programmes ou dans les idées, entre le Front National et le PS, et je pense que cette formule n'est pas absurde. Est-ce qu'on peut aller aussi loin que Gérald Darmanin qui dit que Mme Taubira est un tract ambulant pour le FN? Moi, j'aime pas insulter les personnes. C'est absurde, c'est injurieux, c'est inacceptable. Alors parfois, on peut se laisser comme ça emporter par une mauvaise éloquence. Ça arrive à tout le monde. Enfin, j'essaie de l'éviter en ce qui me concerne, mais ça arrive aussi bien. N'attaquons pas les personnes. Il y a suffisamment à faire pour attaquer les politiques que mène ce gouvernement, et en particulier cette garde des Sceaux, pour ne pas prêter à des mots à consonance raciste qui n'ont rien à faire dans le débat politique. Vous dites que vos valeurs sont les valeurs de la droite républicaine et du centre. Est-ce que vous pourriez les expliquer et nous dire vos différences idéologiques avec Nicolas Sarkozy? Nicolas Sarkozy et moi, nous appartenons à la même famille politique depuis longtemps. Ça a été un des tout premiers hommes politiques que j'ai rencontrés lorsque je me suis lancé moi-même en politique en 1976, lorsque Jacques Chirac a créé le RPR. Et donc il est normal que nous ayons sur bien des sujets des convergences de vues et des valeurs communes. Nous pouvons avoir des différences sur un certain nombre de sujets. On les verra apparaître au fur et à mesure de la campagne des primaires. Et puis nous avons des caractères, des comportements différents. Et ça, je vous laisse les apprécier. Je crois qu'elles sont assez visibles, non, quand on nous regarde nous exprimer, qu'on nous entend nous exprimer ou qu'on nous regarde évoluer sur la scène politique.
Donc qu'est-ce que pour vous être de droite et qu'est-ce que pour vous appartenir et souscrire aux valeurs de la droite et du centre? Très souvent, je me suis moi-même posé la question. Et ce qui m'a écarté d'une gauche dont par ailleurs je pouvais comprendre les principes ou les valeurs, ça a été souvent l'arrogance intellectuelle de la gauche. Et j'ai vécu ça quand j'étais à votre place, étudiant, au siècle dernier, notamment à l'école normale, où le bain culturel ambiant dans lequel j'étais plongé, c'était un bain marxiste. Et il y avait une sorte d'arrogance intellectuelle qui fait que si on n'était pas marxiste, c'est qu'il vous manquait un neurone. C'était l'époque où on disait qu'il valait mieux avoir tort avec Jean-Paul Sartre que raison avec Raymond Aron. Et je me disais, je préfère avoir raison avec Raymond Aron que tort avec Jean-Paul Sartre. Donc c'est ça qui m'a conduit loin du Parti socialiste et à m'engager à droite. Par ailleurs, mon modèle en politique, quand je me suis lancé, assez tard, j'ai commencé à faire de la politique à 30 ans, d'autres l'ont fait beaucoup plus tôt, je ne militais pas quand j'étais étudiant. Ma référence, sinon mon modèle, c'était le général de Gaulle. J'ai vu apparaître en 1958 ce personnage dans la vie politique française. Moi, je n'avais pas évidemment vécu la guerre. Je suis né en 1945, donc je ne voyais pas tout ça. Mais j'ai vu apparaître ce personnage et j'ai été fasciné par la façon dont il incarnait la France et un certain nombre de valeurs. L'attachement à la patrie, une espèce d'amour charnel pour son pays, et en même temps une vision de la société qui reposait sur la solidarité, sur ce grand projet qui avait été celui de la résistance de notre système de protection sociale. Donc le gaullisme m'a parlé, et c'est ça qui m'a conduit à m'engager ensuite dans le parti politique qu'il incarnait à ce moment-là, c'est-à-dire le RPR. Et concernant Alors je vais un petit peu plus loin. La droite, pour moi, si vous voulez, aujourd'hui, puisque je n'ai peut-être pas répondu entièrement à votre question, c'est d'abord une vision de l'économie qui repose sur la libre entreprise et le marché. À la lumière de l'expérience, quand je regarde ce qui s'est passé autour de nous depuis un demi-siècle, je considère que la meilleure façon de créer des richesses pour tous, et de mieux les répartir ensuite, c'est de faire confiance à la libre entreprise et à l'économie de marché. C'est ça qui marche, régulé bien entendu, parce qu'il n'y a pas de liberté sans régulation, mais en libérant les énergies, les initiatives, la créativité, l'esprit d'entreprise. C'est ça ma première conviction. Ensuite, moi je fais confiance et à ce que je viens de dire, à la personne humaine, à sa capacité, là aussi, d'initiative, aux libertés fondamentales qui sont les siennes, et qu'il faut lui permettre d'épanouir dans une société telle que je peux l'imaginer. Voilà quelques-unes des valeurs de droite qui sont aussi pour moi des valeurs républicaines. Je suis toujours fasciné par l'actualité de ce qu'est la devise républicaine. Liberté, égalité, fraternité. Ça a quand même plus de 200 ans. Il n'y a pas un mot à changer. Formidable. Et ça aussi, c'est ma référence en politique. Je crois à la liberté, je crois à l'égalité des chances, et je crois à la fraternité, ce que j'ai appelé l'identité heureuse. On y reviendra peut-être. Vous avez noté que ça pouvait être naïf. Je crois que ça peut être moteur. Et vous aviez aussi déclaré à Montreuil « Je suis libéral ». Est-ce que vous reniez donc la part de tradition dirigiste et étatiste de l'administration française, héritée justement du général de Gaulle ? Nous avons besoin d'un État fort. Et puis, il y a l'histoire. Ce qui était nécessaire pour reconstruire la France en 1945, après l'effondrement qui a été le nôtre, un effondrement militaire, mais un effondrement aussi moral de notre pays, et qui a nécessité une implication forte de l'État et des élites administratives de ce pays pendant toute cette période-là, n'est peut-être plus vrai aujourd'hui. Il faut regarder le monde tel qu'il est. Le monde aujourd'hui, il est globalisé. Enfin, c'est pas vous que je vais apprendre tout ça. Donc, c'est vrai que le rôle des États a évolué, s'est modifié, et que ce que vous appelez le dirigisme à la française n'a plus aujourd'hui la pertinence qu'il a pu avoir durant cette période d'après-guerre. Il n'en reste pas moins, et c'est un des piliers de la réflexion que je suis en train de mener, c'est un des objectifs que je me fixe. Premier objectif, je l'ai dit, renouer avec la croissance en libérant les initiatives, ceux qui créent, ceux qui entreprennent, ceux qui travaillent, et donc remettre l'État à sa place en termes de dépenses publiques. Mais le deuxième pilier, c'est un État fort. Nous avons besoin d'un État fort qui assume ses fonctions régaliennes. L'État doit se dégager d'un certain nombre d'activités où il n'est pas efficace, où il n'est plus pertinent, mais en revanche, en ce qui concerne la sécurité,
la sécurité extérieure et la sécurité intérieure des Français, en ce qui concerne la maîtrise des flux migratoires, en ce qui concerne le respect du principe de laïcité, sur lequel on pourra revenir, l'État garde une responsabilité de première main, et c'est pour ça que le mot d'État-fort ne me fait pas peur. Alors, comme l'a rappelé Yama dans sa présentation, vous êtes candidat à la primaire de l'UMP, vous l'avez annoncé en août 2014 sur votre blog, et quelque part, être candidat à l'élection présidentielle, c'est pas anodin, c'est une ambition forte. Et on se demandait si cette ambition n'était pas mûrie en vous, n'avait pas mûri en vous depuis de nombreuses années. Dans une interview que vous avez faite il y a quelques mois, le journaliste Franz-Olivier Gisbert rapportait des propos qu'avait tenus François Mitterrand à votre propos. Il disait « De tous, c'est le meilleur, je n'ai jamais vu ça. Nous, à gauche, on n'a que des diesels ou des petites cylindrées. Lui, c'est une Ferrari. Il a tout. La rapidité, le recul, l'intelligence, le sens de l'intérêt général. » Bon, arrêtons là. J'ai eu deux faits autour de mon berceau politique, si je puis dire. François Mitterrand, vous venez de le citer. Je n'oublie pas Jacques Chirac, qui a dit « c'est probablement le meilleur d'entre nous ». Ce genre d'appréciation, je ne vous dirai pas qu'elles ne m'ont pas touché ou fait plaisir, mais bon, je les prends pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des déclarations politiques. Bon, et puis ensuite, c'est les Français qui jugent. Hein, c'est pas le label donné par tel ou tel qui peut convaincre le peuple. C'est ça. C'est pour ça que c'est une élection à nul autre pareil. C'est un dialogue qui s'instaure entre un homme, plusieurs hommes, ou des femmes, naturellement, et puis un peuple. Et c'est ça qui va se passer. En qui est-ce que les Français, au moment de l'élection présidentielle, se reconnaîtront-ils, indépendamment des projets, des engagements qui seront pris, en qui feront-ils confiance pour les conduire dans le monde particulièrement perturbé et turbulent qui est le... Donc c'est là-dessus que ça va se jouer, sur l'image, et pas l'image, parce que les Français perçoivent plus que l'image, ils perçoivent aussi la réalité derrière l'image, c'est là-dessus que ça va se jouer. Il est vrai que je me suis bien entendu avec François Mitterrand, aussi curieux que ça puisse paraître, mais il était président de la République pendant la cohabitation de 93, d'abord en 86 et 88, quand j'étais ministre du Budget, et puis ensuite, surtout, entre 93 et 95, quand j'étais ministre des Affaires étrangères, Balladur Premier ministre et Mitterrand président de la République. Et donc, en tant que ministre des Affaires étrangères, je le voyais très régulièrement. Nous avions un entretien en tête-à-tête toutes les semaines, et puis dans différentes réunions. Et malgré les différences qui étaient les nôtres, c'est vrai que les choses se sont passées dans une confiance réciproque. Alors justement, depuis que vous avez annoncé votre candidature, vous êtes en train de construire votre projet. Alors, si vous deviez résumer en 3 mots votre ambition pour la France, quels seraient-ils ? Fichtre. C'est encore plus dur que sur Twitter, là. C'est 3 mots. Je l'avais fait d'ailleurs quand je me suis lancé, donc je vais les reprendre parce que je n'ai pas changé d'avis. Je disais apaiser, rassembler, réformer. Apaiser, je crois que ce pays aujourd'hui est profondément par des clivages qui sont parfois dépassés ou non pertinents. Et que donc il faut éviter de ressusciter ces clivages inutiles. Je vais prendre l'exemple qui va peut-être vous choquer. Il y a un projet de loi actuellement qui est mis sur la table, ou qui va l'être de l'Assemblée nationale. C'est un projet de loi sur la fin de vie. Je ne suis pas sûr qu'il soit absolument indispensable de rouvrir ce débat. On a eu ce débat il n'y a pas très longtemps. C'est ce qu'on a appelé la loi Leonetti, qui a fait l'objet d'une discussion très approfondie et qui a été votée à l'unanimité, ou la quasi-unanimité, à l'Assemblée nationale et au Sénat. Elle avait fait l'objet d'un consensus. Et de mon point de vue, même s'il y avait des progrès à faire encore sur les soins palliatifs, par exemple, elle permettait de régler 99% des problèmes qui peuvent se poser en fin de vie. Bon, on va rouvrir le débat. Je pense que la proposition qui est faite par les 2 parlementaires qui y ont travaillé, M. Leonetti et M. Claes, est assez équilibrée, mais vous allez voir que ça va ressusciter idéologique, philosophique, religieuse, dont je ne suis pas sûr qu'elle soit absolument indispensable. Donc apaisons, évitons les débats inutiles. Il y a des moments où il faut aller au conflit. On n'est pas dans un monde de bisounours, mais allons-y quand c'est vraiment indispensable. Deuxièmement, rassembler, je n'y reviens pas, je l'ai dit, et pas simplement rassembler les formations politiques de la droite et du centre, mais essayer de rassembler les Français, et puis enfin réformer.
Parce que nous sommes confrontés à la nécessité de profondes réformes si nous voulons que la France rebondisse. Je suis intimement persuadé que notre pays n'est pas un pays condamné au déclin, contrairement à ce que j'entends dire par certains prophètes de malheur. Je pense que la France, et on y reviendra, je l'espère, a tous les atouts pour repartir de l'avant et prendre toute sa place dans le monde contemporain. Mais ça ne va pas se faire tout seul. Des réformes sont nécessaires pour libérer les énergies, j'en ai parlé tout à l'heure, pour maîtriser la dépense publique, qui atteint aujourd'hui un niveau record en France, pour reconstruire un État fort, capable d'assumer ses responsabilités régaliennes, pour réconcilier les Français avec l'Europe. C'est un chantier considérable. Et puis aussi pour réussir ce que j'ai appelé la mère des réformes, c'est-à-dire la réforme de notre système éducatif, dont tout dépend. La formation du jugement de nos jeunes, leur esprit critique, la transmission du savoir, la préparation à la vie professionnelle, mais aussi l'égalité des chances, c'est-à-dire la construction d'une société plus juste. Tout passe par le système éducatif, et c'est pour ça que j'ai lancé sur mon site internet une consultation auprès du grand public à partir d'un texte destiné à les faire réagir, et je vais continuer à y travailler pour essayer de présenter un certain nombre de propositions qui parfois seront dérangeantes, car réformer dérange. Mais justement, parlons des réformes. La France semble incapable de se réformer depuis 1981. Vos réformes en 1995 ont été un échec relatif. Nicolas Sarkozy, en 2007, a été élu sur l'idée de rupture. En fait, elle fut très modérée. Et aujourd'hui, le gouvernement socialiste est obligé d'avoir recours à l'article 49.3 pour faire passer la loi Macron, qui est très modeste. Alors, ma question, c'est pourquoi cela serait-il différent en 2017 avec vous ? Moi, je conteste tout à fait l'idée que la France ne se réforme pas, que c'est un pays conservateur et immobiliste qui est allergique aux réformes. Ce n'est pas exact. Et si nous ne nous étions pas réformés, vous dites depuis 81, regardons peut-être un peu plus sur le plus long terme, depuis 30 ou 40 ans, eh bien nous ne serions pas ce que nous sommes. Comment expliquez-vous que malgré toutes ces tares, malgré tout son conservatisme, malgré tout son immobilisme, jusqu'au récent décrochage de l'euro par rapport aux autres monnaies, en particulier la livre anglaise, la France ait été la 5e puissance économique du monde. Aujourd'hui, elle est passée à la 6e place, pour des raisons sans doute liées à la parité des monnaies, mais peu importe. Donc nous sommes un grand pays. Et tout au long de cette période, nous nous sommes profondément réformés. La France des années 60-70 ne ressemble pas du tout à ce que la France est devenue aujourd'hui. Michel Serres dit toujours qu'à sortir de la guerre, nous étions un pays rural. 80% de la population vivait à la campagne. Nous étions un pays machiste. Les femmes n'avaient pas le droit de vote, juste après la guerre, et l'ont tué à ce moment-là. Nous étions un pays catholique. Je ne sais plus quelle était sa 4e caractéristique. Aujourd'hui, nous sommes un pays urbain. La condition des femmes a beaucoup changé, même si ça n'est pas encore l'objectif totalement atteint. La France est profondément déchristianisée. La France a changé très profondément. Et elle s'est ouverte au monde, surtout. Un petit livre de Robin Rovaton, un jeune universitaire qui doit avoir 30 ou 35 ans, et qui s'appelle « La France est prête », insiste sur 3 points qui me paraissent essentiels. Premièrement, la France est à l'aise dans la mondialisation. Pas toute la France, mais une grande partie de la France. Et pas simplement les entreprises du CAC 40. Beaucoup de PME qui sont à l'aise dans la mondialisation. Ensuite, la France est un pays qui sait se réformer, qui sait évoluer. Et puis, sa 3e affirmation, c'est que c'est un pays, là aussi, c'est un pays d'entrepreneurs. Voilà. 3e élément qui est très important et qui se vérifie dans beaucoup de statistiques. Donc la France a fait des réformes, même dans la période récente. Regardez la situation de nos universités. Elle ne ressemble plus aujourd'hui, en 2015, à ce qu'elle était il y a 15 ou 20 ans. L'autonomie faisait frémir. Quand on disait à des universitaires il y a 20 ans, autonomie, c'était tout de suite une levée de bouclier. Aujourd'hui, grâce à Valérie Pécresse et à d'autres, cette réforme a été faite. On a beaucoup progressé dans ce sens. L'ouverture de nos centres de recherche sur l'entreprise privée.
Des présidents d'université à Bordeaux me disaient, quand on disait ça il y a 15 ans, c'était Vade Retro Satanas, l'entreprise privée, c'était le capitalisme. Elle n'avait rien à faire dans les laboratoires de recherche universitaires. Aujourd'hui, il n'y a pas un seul laboratoire de recherche universitaire qui ne cherche des partenariats avec le secteur privé. Grâce au pôle de compétitivité qu'on a créé, grâce au crédit impôt recherche, grâce au programme des investissements d'avenir que j'ai porté sur les fonds baptismaux avec Rocard. Donc voilà un exemple de secteur qui s'est profondément réformé. Je pourrais en citer d'autres, où c'est plus facile, où c'est moins visible, mais où c'est aussi profond. Notre système de défense, nos armées, ne ressemblent plus du tout aujourd'hui à ce qu'elles étaient en 1995, quand je suis devenu Premier ministre. Nous les avons professionnalisés, nous avons renoncé à la conscription qui n'avait plus lieu d'être dans le monde où nous étions, compte tenu des menaces que nous avions à relever. Les effectifs de nos armées ont fondu dans des conditions spectaculaires et sans doute excessives aujourd'hui. Nous avons une armée radicalement différente de ce qu'elle était il y a une trentaine d'années. Certains autres pays, comme l'Allemagne, sont très en retard dans l'évolution de ce secteur d'activité. Et puis je pourrais citer beaucoup d'autres exemples. Nos villes se sont profondément transformées, notamment en numéro 1, bien entendu, celle qui a le plus changé, celle qui est la plus attractive de France. Non, c'est pas deviné. Bordeaux. Voilà, Bordeaux, je le dis. Voilà. Mais aussi Montpellier a changé, Nantes a changé, Lyon a changé. Toutes nos grandes villes se sont dotées d'infrastructures nouvelles, sont dans la compétition européenne. Elles veulent toutes être aujourd'hui des métropoles européennes, notamment Bordeaux. Donc voilà, c'est une vue de l'esprit de présenter la France comme un pays bloqué et figé qui est incapable de se réformer. En matière de filière numérique, par exemple, l'appel à projet qui a été lancé par le gouvernement, qui s'appelle French Tech, a mobilisé sur le terrain une énergie absolument incroyable. J'ai vu se lever à Bordeaux des centaines, pour ne pas dire des milliers, de jeunes créateurs d'applis numériques, etc., qui ont voulu se lancer. Voilà, la France est un pays qui vit avec son temps. Alors, je ne vais pas vous dorer la pilule, bien sûr que c'est difficile. Mais est-ce qu'Obama a réussi à faire sa réforme de l'assurance maladie dans le consensus, hein ? À la fin de son deuxième mandat, il n'y est toujours pas arrivé, si je suis bien informé. Donc vous voyez que partout, il y a des résistances et des réticences. Je vous signale simplement, pour reprendre l'exemple que vous aviez cité, que ma réforme de l'assurance maladie, en 1995, je l'ai faite. Hein, je me souviens de ce titre du Nouvel Observateur de Libération, à la fin du mois de décembre, à la fin des grèves. Que reste-t-il du plan Juppé ? Deux points, presque tout. Et les ordonnances qui ont mis la réforme en vigueur ont été publiées, promulguées au printemps de l'année 96. Il en reste encore des éléments essentiels, comme le projet de loi de financement de la sécurité sociale qui est débattu chaque année par le Parlement, comme les agences régionales de santé qui ont pris la suite des agences régionales de l'hospitalisation, et comme beaucoup d'autres éléments moins sympathiques, comme le CRDS, qui est une cotisation chargée de financer la dette sociale, qui devait durer 10 ans, et vous voyez qu'elle a eu beaucoup de succès, celle-là, puisqu'elle est toujours en vigueur. Mais justement, si la France s'est autant réformée comme vous le dites, et si... Attendez, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Vous m'avez dit la France est incapable de réforme. Donc oui. Moi, par esprit de contradiction, je vous dis que ce n'est pas vrai. Mais il y a beaucoup à faire. Justement, qu'est-ce qui nous manque pour réussir ? Beaucoup de choses encore. Nous sommes un pays qui est coincé quand même. Hein, moi, ce qui me frappe le plus, là, je tourne en province, je fais pas mal de déplacements, j'essaye de ne pas faire trop de meetings, même si en ce moment, pour les élections départementales, j'en fais quelques-uns. Je pars demain en Savoie, par exemple. J'étais la semaine dernière à Bon, à Seine-Saint-Denis, etc. Qu'est-ce que j'entends de partout, notamment dans les tables rondes que j'essaye d'animer avec des petits patrons, mais aussi avec des enseignants, des médecins, etc., bon, des gens qui sont sur le terrain, c'est libérez-nous, on étouffe. Hein. On étouffe de charges, mais surtout de contraintes et de réglementations. On ne peut plus rien faire dans ce pays, on est en permanence paralysé par un accès de contraintes et de réglementations. On n'embauche pas. Pourquoi ? Parce que si on a besoin d'ajuster nos effectifs parce qu'on a moins de commandes, parce que, etc., l'activité de l'entreprise baisse, c'est la galère d'ajuster les effectifs. Parlons franc, de licencier. Et donc, à force de rendre l'acte de licenciement, sinon impossible, du moins long et coûteux et aléatoire, compte tenu de la jurisprudence des tribunaux des prud'hommes, eh bien, l'embauche est bloquée. Donc il y a toute une série de blocages, et le thème de la simplification est aujourd'hui un élément absolument essentiel qui touche tous les milieux, l'entreprise,
les agriculteurs, les associations, les collectivités territoriales, nous empilons, pour de bonnes raisons chaque fois, des normes et des règles qui font qu'ensuite, eh bien, le goût du risque et la capacité d'entreprendre sont paralysés et qu'on va voir ailleurs. C'est ça, à mon avis, aujourd'hui, un de nos principaux handicaps. Vous êtes donc favorable à un assouplissement des conditions de licenciement ? Je pense qu'il faut réfléchir à cette question. Il est normal que les salariés aient des droits, des protections, mais je pense qu'on peut aller vers plus de souplesse sans pour autant diminuer le degré de sécurité et de protection des salariés. C'est ce que certains pays appellent la flexi-sécurité, à la recherche de laquelle nous sommes tous. Récemment, dans un groupe de travail avec lequel je discutais de ces questions, je les interrogeais sur l'idée du contrat unique qui a été lancé par notre prix Nobel d'économie, Jean Tirole, vous le savez. Et beaucoup élevaient un certain nombre d'objections contre ce concept qui est juridiquement difficile à mettre en œuvre. Et certains me faisaient une suggestion, je ne dis pas que je l'ai faite mienne, hein, là je suis dans une phase aujourd'hui où j'écoute, où je recherche, où je confronte les points de vue. Certains me disaient, mais nous on ne veut pas fragiliser le salarié naturellement, mais est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer un contrat de travail dans lequel les conditions de rupture du contrat de travail soient fixées à l'avance ? Et qu'elles ne dépendent pas exclusivement d'un plan social ou d'une décision des prud'hommes toujours imprévisible et toujours très longue. Voilà quelque chose qui serait de nature à sécuriser le processus et à libérer peut-être l'embauche. Donc je crois qu'il y a des réformes à faire. Évidemment, certains de mes amis me disent, voilà, le code du travail en France, il est comme ça, en Suisse, il est comme ça, donc prenons le Suisse et tout ira bien. Si c'était aussi facile, j'adhérerais tout de suite. Je crois que c'est un petit peu plus difficile que ça, mais il y a quand même un travail de simplification très important à faire. Alors, sur la méthode de construction de votre programme, cette méthode est en fait assez originale. Vous avez lancé, dès l'annonce de votre candidature, un site internet agirpourlafrance.fr sur lequel tous les Français peuvent participer à l'élaboration de votre programme. Donc, vous élaborez votre programme auprès des Français. Or, on a entendu Nicolas Sarkozy samedi dire lors d'une réunion à l'UMP que les candidats à la primaire de l'UMP devraient s'aligner sur 10 réformes que tout le monde devrait accepter. Est-ce que cela, vous l'aviez prévu ? Est-ce que vous comptez accepter cette règle du jeu ? Oui, c'est vrai que j'ai suscité ce mouvement. Alors j'ai des groupes de travail à Paris qui réunissent des experts. Je m'inspire de ce qu'un certain nombre de think tanks ont élaboré, c'est très intéressant. J'ai mon site, j'ai mis en ligne, je vous l'ai dit tout à l'heure, un texte sur l'éducation qui me vaut aujourd'hui 100, 200, 300 contributions qui sont toutes très intéressantes. Et puis chaque fois que je vais en province, j'essaye d'organiser des tables rondes pour écouter les gens. Donc c'est mon processus d'élaboration. Si les primaires sont jouées d'avance sur un projet qui s'impose à tout le monde, ça me paraît une curieuse idée. Hein ? Les primaires sont un moment de confrontation d'idées. Donc moi j'ai bien l'intention de garder ma totale liberté de proposition. Donc vous n'êtes pas d'accord avec cette proposition de Nicolas Sarkozy ? Si je le dis dans ma bouche, ça va faire un titre demain, mais je vous laisse le soin de conclure à la suite de votre question et de ma réponse. Vous avez prêché dans votre article Mutation sur votre blog l'engagement de la France pour le développement de l'économie sociale et solidaire, de l'économie coopérative et de la transition énergétique. Mais ces thèmes sont aussi défendus par la gauche libérale, proche des entrepreneurs, comme Emmanuel Macron, Manuel Valls et Fleur Pellerin. Et quelles sont donc vos différences avec l'aile libérale de la gauche ? Est-ce que vous adhérez à ce modèle d'entreprise ? Mais pardon, ce n'est pas mon problème. Je ne me demande pas, est-ce que cette idée, je la retiens parce qu'elle est chez Macron ou chez je ne sais qui d'autre. Bon, je me demande ce qui est exact, ce qui est juste, ce qui est bon. Et s'il se trouve que cette idée est partagée par d'autres, tant mieux. Dans ce texte, j'avais essayé de réfléchir au concept de nouvelle croissance. Nous sommes à la recherche de la croissance. Si nous ne renouons pas avec un rythme de croissance supérieur à 2%, nous n'atteindrons aucun de nos objectifs. Nous ne diminuerons pas durablement nos déficits, nous ne bloquerons pas durablement la spirale de notre dette et nous n'arriverons pas à remettre de l'ordre dans nos finances publiques. Donc il faut renouer avec la croissance. Mais ce que je voulais dire dans ce texte, c'est que la croissance des années à venir, et elle existera. Hein, aujourd'hui, le continent africain croît à 5
depuis 10 ans chaque année. La Chine est dans une phase très difficile, à plus 7%. Les États-Unis, pays développés, comparables aux pays européens, ont renoué avec une croissance de 3,5%. Donc la stagnation à 1 ou un peu moins de 1 n'est pas une fatalité. Mais cette croissance ne sera pas la même que celle des 30 Glorieuses. Et je lui voyais 2 ou 3 caractéristiques nouvelles. Je pense d'abord qu'elle doit être inspirée par un principe de sobriété. Il faut gaspiller moins les ressources rares, il faut être plus économe des ressources rares, l'énergie, bien entendu, mais aussi l'eau, mais aussi les sols que nous gaspillons. C'est une révolution dans le processus de production et de consommation qu'il faut opérer. Deuxième caractéristique de cette croissance, proche de la précédente, elle sera circulaire. Nous avons fondé notre croissance pendant des décennies sur l'acte de jeter. On fabrique, on consomme, on jette. Aujourd'hui, on recycle. Et il faut que ce principe de circularité soit développé de façon systématique. Troisième chose que je disais, le fonctionnement du cycle de production de l'entreprise qui produit et puis du consommateur qui consomme va obéir demain à des règles tout à fait différentes. Et j'en viens à ce que vous disiez. Aujourd'hui, il n'y a plus d'entreprises, enfin, je suis optimiste quand je dis ça, mais la plupart des entreprises ont conscience qu'au-delà de la réalisation d'un profit qui est absolument nécessaire à leur survie, elles ont une responsabilité sociétale et environnementale. Ça s'appelle la RSE, ça fait l'objet d'accords internationaux, le Global Compact, etc. Et il y a beaucoup d'entreprises qui sont très attachées à exercer cette responsabilité en termes environnementaux ou en termes de gestion de leur personnel et de responsabilité au-delà de leur propre sphère de production. Du côté de la consommation, il est en train de se produire aussi une véritable révolution qu'on désigne en général sous le vocable de l'économie du partage. Aujourd'hui, la possession d'un bien apparaît comme accessoire par rapport à l'utilisation de ce bien. Et on voit donc des processus de consommation ou des processus de production qui révolutionnent complètement le cycle. Je pense bien sûr dans le milieu immobilier, Airbnb ou alors Uber, etc., dans le domaine de l'utilisation des voitures. Bon. Et enfin, dernier élément de toute cette révolution qui est en cours, c'est le numérique qui, en transversalité, va irriguer l'ensemble de ce processus. L'utilisation des technologies numériques va favoriser une croissance plus sobre et plus circulaire. À midi, je déjeunais avec le responsable du développement durable de Schneider Electric et qui me montrait ce que c'est qu'un véritable bâtiment intelligent. Le siège de Schneider Electric. Il m'a montré sur sa tablette qu'il était capable d'identifier sur sa tablette le taux d'occupation de chacune des salles de réunion de sa boîte, le branchement électrique, la consommation de chauffage, etc. et qui pouvait réguler absolument l'utilisation de ces bâtiments. Je ne sais pas si les nouveaux bâtiments de HEC sont aussi développés en termes de performance énergétique. Et il me disait ça, c'est 20 à 25% de consommation énergétique en moins, et l'investissement de départ est amorti en moins de 5 ans. Donc ça va révolutionner avec des vrais compteurs intelligents, pas les compteurs intelligents qu'EDF nous installe en ce moment et qui lui servent simplement à mieux moduler ses facturations, mais des compteurs intelligents qui vont permettre un véritable changement dans le processus de consommation. Et puis le numérique, ça va aussi évidemment irriguer toute cette économie du partage que j'évoquais tout à l'heure. Voilà ce que j'ai voulu dire dans ce texte. Il faut qu'on aille résolument vers cette vision d'avenir sans se cramponner à des modèles d'entreprise qui sont aujourd'hui sans doute dépassés. Oui, donc justement, dans ce texte, vous vous attardez longuement sur le modèle de l'entreprise sociale, dont vous dites, je cite, que c'est une entreprise qui réduit les dividendes et encadre l'éventail des salaires pour réinvestir dans son projet. Est-ce à dire que vous êtes pour un encadrement des salaires dans l'entreprise, dans le public comme dans le privé? Non. Lisez-moi bien. J'ai dit aujourd'hui qu'il y avait un secteur d'entreprise qui répondait en gros à la logique capitaliste. Qu'à côté de ces entreprises, se développait tout le secteur de l'économie sociale et solidaire, qui est déjà très important, qui repose sur la coopération, et qui ne concerne pas simplement des entreprises modestes, mais qui peut aussi s'étendre à des banques, à des coopératives, etc. Et puis un mode nouveau d'entreprise. Je me fondais sur un bouquin dont j'oublie les 2 auteurs,
pour l'instant, mais que vous pouvez trouver sur mon blog, qu'ils appellent l'entreprise sociale, et qui est un type d'entreprise qui se fixe que cet objectif, qui n'est pas la profitabilité, qui est la profitabilité, mais une distribution du profit différente de l'entreprise classique. Alors, je n'ai pas dit que toutes les entreprises devaient suivre ce modèle. J'ai dit simplement que c'était un mode d'entreprise qui se développait et qui était intéressant et qui renouvelait peut-être la conception qu'on pouvait avoir. Mais je ne suis pas pour l'encadrement généralisé des salaires. Ça, c'est une décision volontaire de l'entreprise. C'est une décision interne de l'entreprise. C'est un modèle de l'entreprise. Ce n'est pas une régulation qui est imposée par la puissance publique ou par le ministère des Finances. Et justement, on a appris il y a quelques jours que le nouveau PDG de Sanofi, Olivier Brandicourt, recevrait pour sa prise de fonction un bonus de 2 millions d'euros. Alors, Ségolène Royal, Stéphane Le Foll se sont fortement indignés. On sait que c'est un moyen pour les entreprises mondialisées d'attirer des grands patrons avec des bonus importants. Sanofi en est l'exemple puisqu'elle n'effectue seulement que 8% de son chiffre d'affaires en France. Est-ce que les États ont encore un pouvoir sur les entreprises mondialisées et est-il seulement souhaitable qu'elles en aient un ? Écoutez, là, je vais vous parler très, très franchement. J'ai réagi en 2 temps devant cette information qui n'est pas la première du genre. Premier temps, j'ai été choqué. Parce qu'il faut bien voir quand même que dans la fonction qui est la mienne, je passe aussi beaucoup de temps au milieu de gens qui tirent le diable par la queue. La misère, ça existe en France. Dans une ville comme Bordeaux, 14 à 15% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. C'est-à-dire de 600 à 700 euros par mois. Donc il y a des inégalités qui choquent un peu, parce qu'on a un cœur quelque part. Et puis j'ai réfléchi. Deuxième temps de la réflexion, cette entreprise est une entreprise considérable, une des toutes premières entreprises pharmaceutiques du monde. Et puis il y a un marché des dirigeants d'entreprise, et donc si on veut avoir des bons, il faut les payer. Et donc ma deuxième réaction à froid, après ma première réaction à chaud, n'a pas été d'indignation, mais de compréhension. Alors, est-ce que les pouvoirs publics ont la possibilité de faire des choses dans ce domaine ? Oui, on peut très bien annoncer qu'on va récupérer 75% de tout ça par l'impôt. C'était la plus belle connerie qu'on ait faite quand même au cours des 2 dernières années, et qui a collé à la France une image absolument détestable dans le monde entier. Un pays qui taxe 75% plus la sauce, parce qu'il faut rajouter les prélèvements sociaux, c'est-à-dire pratiquement 80% sur ce que gagnent les gens. Même les Chinois n'ont pas imaginé ça, non ? Enfin, les Chinois, pardon, ils sont plus marxistes depuis longtemps. Enfin, mais je ne sais pas que je suis disons, voilà, plutôt. Avant de parler de l'éducation, qui est un des sujets qui vous tient à cœur, on va parler un petit peu de l'Europe avec une question très simple. Est-ce que vous êtes pour une Europe fédérale ? Je suis pour une Europe plus intégrée. Je suis pour l'Europe d'abord. Avant de dire quelle Europe je veux, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous raconte ? Que l'Europe, c'est fini, que l'Europe, c'est démodé, que l'Europe, c'est même nuisible et qu'il faut en sortir. C'est quand même ça le débat aujourd'hui. C'est pas de se demander, enfin je vais y venir, en premier lieu, quel type d'Europe il faut, c'est de savoir s'il faut, oui ou non, une Europe. Oui. Et là, je réponds sans hésiter, plus que jamais, une coopération resserrée entre les pays qui ont construit depuis 50 ans. Il n'existe nulle part ailleurs dans le monde, malgré toutes les imperfections du système, est plus nécessaire que jamais. Et une des raisons pour lesquelles je combats avec autant de vigueur le Front National, c'est qu'il propose aux Français cette aberration qu'est la sortie de l'euro et, inéluctablement, à la suite, la dislocation de l'Europe. La sortie de la France de l'euro, c'est la dislocation de l'Union européenne. Et ça, c'est une catastrophe absolue. Comment imaginer dans le monde qui nous entoure, le terrorisme, le chaos au Proche-Orient, tout ce qui va se passer sur notre sud, l'Afrique, etc., que nous allons aller dans ce monde en nous séparant les uns des autres ? En rétablissant la préférence nationale, en remettant des droits de douane à nos frontières, en sortant de Schengen pour remettre des contrôles entre la frontière française et la frontière allemande. Enfin, quel monde nous propose-t-on ? C'est une aberration. Donc, il faut de l'Europe. Quelle Europe ? Et là, j'en viens à votre question. Il faut être tout à fait conscient qu'aujourd'hui, l'image de l'Europe n'est pas bonne pour 2 raisons. Des raisons qui sont bonnes et des raisons qui sont mauvaises. Les raisons qui sont mauvaises, c'est qu'on lui fait porter le chapeau, alors qu'elle n'est pas responsable. Et ça m'a beaucoup frappé en visitant le dernier salon de l'agriculture. Là, les agriculteurs eux-mêmes me disaient « Mais est-ce que vous êtes bien conscient que ces normes contre lesquelles nous protestons, qui nous paralysent dans notre activité quotidienne, qui suscitent des contrôles tous azimuts que nous ne supportons plus, est-ce que vous avez bien conscience que ces normes, c'est la France
qui les aggravent. Et si on commençait par ne pas avoir de normes françaises plus strictes que la norme européenne, ça serait déjà un formidable ballon d'oxygène. Donc cette responsabilité qu'on fait peser sur l'Europe de nous contraindre tous azimuts, c'est souvent un prétexte pour nous défausser de nos propres responsabilités. Et puis à côté de ça, c'est vrai qu'il y a aussi des excès dans la production de normes au niveau européen, que l'Europe s'occupe de trop de choses accessoires et pas assez de choses essentielles, et qu'il faut donc la faire évoluer. Quel modèle proposer aux Européens aujourd'hui? Moi, je pense que ce n'est pas une idée qui est tout à fait originale. On tourne autour depuis beaucoup de temps. Elle est partagée par beaucoup de responsables politiques. Je pense que dans le noyau dur de la construction européenne, là où nous nous sommes donné une monnaie unique, ce qui est sans exemple dans l'histoire contemporaine, une vraie monnaie unique, eh bien, il faut aller plus loin dans l'intégration. On a déjà une banque centrale qui fonctionne convenablement. On a fixé des règles budgétaires que nous avons nous-mêmes voulues. Et ça aussi, ça provoque chez moi une réaction vraiment un peu d'indignation. Bruxelles nous impose 3% de déficit public. C'est nous qui avons décidé qu'il fallait respecter les 3% et que pour cela, nous mettions en place une procédure de vérification confiée à la Commission. Ce n'est pas la Commission qui s'est emparée de ce pouvoir, c'est nous qui lui avons confié. Et donc il faut l'assumer aujourd'hui. Et il faut aller un coup plus loin. Je ne pense pas qu'on puisse faire fonctionner une monnaie unique avec des systèmes fiscaux aussi divergents que ceux qui existent aujourd'hui au sein de la zone euro, en particulier entre la France et l'Allemagne. Donc je finis par répondre à votre question. Si aller un coup plus loin dans l'intégration de la fiscalité, si renoncer à la règle de l'unanimité dans le domaine fiscal pour essayer de débloquer la situation, c'est interprété par certains comme du fédéralisme. Bon, parlons de fédération d'États-nations, comme l'avait fait Jacques Delors. Bon, ça, c'est mon objectif sur le fonctionnement du noyau dur, du centre de l'Europe. Et puis autour, il y a sans doute une zone plus souple où les Anglais peuvent trouver leur bonheur. S'il faut, dans cette zone, rapatrier au niveau national un certain nombre de compétences qui sont aujourd'hui exercées par l'Europe, pourquoi pas? Voilà ma vision de l'Europe. Ça pose une question, ça, à laquelle, malheureusement, la réponse est extrêmement difficile. Est-ce que derrière ce concept d'une Europe plus intégrée autour de sa monnaie, est-ce qu'il y a un projet politique? Parce que s'il n'y a pas de projet politique derrière, ça ne marchera pas. Si on ne partage pas la même vision du monde, de la place de l'Europe dans le monde et de la place de nos pays dans l'Europe, eh bien, ce n'est pas en faisant de la technique fiscale qu'on y arrivera. Et ça pose la question de savoir si la France et l'Allemagne sont encore aujourd'hui animées par la volonté de construire un objet politique qui s'appelle l'Union européenne, qui n'efface pas les nations, mais qui coordonne suffisamment leur politique étrangère ou leur politique de défense pour qu'elle ait une présence sur la scène mondiale. Et ça, je ne sais pas si aujourd'hui la réponse à cette question est positive ou pas. Je ne sais pas si dans le dialogue franco-allemand, on peut répondre oui à cette question. Ce que je sais, c'est que la France ne pourra entraîner l'Allemagne que si la France retrouve sa crédibilité, si elle retrouve sa force, sa puissance économique, son dynamisme et sa confiance en elle-même, et un niveau de croissance suffisant, ainsi que sa compétitivité. Donc finalement, ça dépend de nous. Commençons par nous remettre en ordre de marche, et ensuite nous verrons si ce projet peut à nouveau constituer pour vous et pour vos générations ce que Jeremy Rifkin appelait il y a quelques années le rêve européen. Justement, les peuples se sont peu à peu éloignés d'une Europe qu'ils ne comprennent pas. Ils ont le sentiment qu'elle ne leur apporte rien. Vous allez à contre-courant de ce discours, mais comment fait-on pour faire comprendre aux personnes, à la population, que l'Europe nous veut du bien, et que l'Europe est une bonne chose, et que l'Europe n'est pas qu'un mal? Je crois que c'est plus compliqué que cela. C'est vrai qu'il y a une tendance à dire tout ce qui va passer l'Europe, mais en même temps, quand vous regardez les sondages, il y a une très forte majorité de Français qui restent, alors c'est vrai qu'elle est en déclin, en régression, je le reconnais bien volontiers, mais il y a une majorité encore, qui n'est pas très forte, mais une majorité, qui reste attachée à l'idée européenne. Et le paradoxe, c'est que beaucoup d'électeurs du Front National, qui disent qu'ils vont voter pour le Front National, en même temps, ne sont pas pour la sortie de l'euro, parce qu'ils en mesurent bien les conséquences. D'ailleurs, s'ils en doutaient, ils n'ont qu'à voir ce qui se passe en Grèce. C'est à méditer, ça aussi, pour les électeurs du Front National. Madame Le Pen s'est prise d'un amour soudain pour Monsieur Tsipras. Syriza, formidable, extrême droite, extrême gauche, contre l'Europe. Donc on va se libérer de la politique d'austérité, on va se libérer de la Troïka, on va sortir de l'euro, on va voir ce qu'on va voir. Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui?
Première étape, pas question de sortir de l'euro. Deuxième étape, c'est aujourd'hui, la Troïka, on va la changer de nom, on va l'appeler Institution européenne, je crois. Mais bon, on va continuer à discuter avec elle, parce qu'on se rend bien compte que le prix à payer pour les vaticinations qui étaient celles de la campagne électorale ne tiennent pas la route. Et donc je voudrais que les électeurs du Front National se disent qu'ils seront cocus comme les électeurs grecs aujourd'hui, hein, si jamais ils faisaient confiance à Mme Le Pen. Donc après avoir parlé économie et Europe, parlons maintenant éducation. Vous avez dit que c'était la mère de toutes les réformes. Et dans ce combat pour réformer l'éducation, vous mettez l'accent sur le numérique comme une opportunité pour construire un système éducatif plus efficace. N'est-il pas un peu illusoire de croire que le numérique peut régler l'ensemble des problèmes profonds que connaît l'éducation nationale ? Pardon, je n'ai jamais dit ça. Et je serais naïf si je pensais ça et si je disais ça. Qu'est-ce que je dis ? Pourquoi d'abord est-ce que l'éducation nationale, pour moi, c'est majeur ? Parce que c'est là que tout se passe. Il y a aujourd'hui une idée qui revient à la mode, enfin bon, ça n'a pas beaucoup duré, c'était de recréer le service militaire pour en faire le melting pot de la nation. Voilà, l'endroit où on va apprendre le vivre ensemble et les valeurs communes. Ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, l'armée française n'est pas en mesure de proposer une mission à 800 000 jeunes, femmes et hommes, par tranche d'âge. Nous n'avons plus préparé une armée de conscription capable de faire ce qu'on pensait devoir faire pendant la guerre froide. Ça n'a pas de sens. Tous les grands pays aujourd'hui ont des armées professionnelles. On ne va pas envoyer des conscrits au Mali, faire l'opération Serval au Barkhane. Hein, on ne va pas envoyer des conscrits dans les Rafales pour pilonner Daesh en Irak. Donc ça n'a pas de sens. Notre armée, elle est faite pour être une armée professionnelle. Alors, à côté de ça, on peut développer un service civique, bien entendu, ça a du sens. On n'y arrivera pas pour une génération entière. D'ailleurs, regardez ce qu'a dit le président de la République. On est parti sur un service civique universel. Maintenant, c'est 170 000 jeunes. Et même 170 000, il aura beaucoup de mal à le faire. En réalité, le vrai melting pot, c'est plus à 18 ans ou à 19 ans aujourd'hui. À 18 ans ou 19 ans, dans le monde où nous vivons, Internet, etc., les esprits ils sont déjà formés. C'est bien avant que ça doit jouer ce vivre ensemble, cette transmission des valeurs. C'est à l'école, dans la famille et à l'école. Et donc l'école a un rôle central à jouer, un triple rôle ou un quadruple rôle. D'abord, elle doit transmettre des connaissances, naturellement. Ensuite, elle doit former le jugement. Moi, je suis terrifié par ce que je lis sur Internet et sur Twitter et sur Facebook. Alors, j'y vais, moi aussi, je tweete. Et puis après, je lis ce que... Bon, l'anonymat, c'est épouvantable. Hein. Comment former l'esprit critique de nos jeunes qui sont addicts devant leur écran pour qu'ils comprennent bien que tout ça, c'est à trier, hein, à passer au tamis de l'esprit critique et du jugement. Et c'est ça l'école, former l'esprit critique et la capacité de jugement personnel, sans se laisser intoxiquer par les propagandes qu'on trouve ici ou là. En troisième lieu, l'école, elle est faite pour préparer à une future insertion professionnelle. Et puis en quatrième lieu, elle est faite pour transmettre des valeurs communes, pour apprendre le vivre ensemble, pour apprendre le respect mutuel, pour apprendre aussi la laïcité. Vous voyez que, et puis pour donner, enfin, c'est peut-être une cinquième mission, à chacun sa chance dans la vie, à la fois de la vie professionnelle et dans la vie de la société. Donc vous voyez le rôle fondamental de l'école. Alors à partir de là, quels sont les différents points sur lesquels j'essaye de travailler ? D'abord, et maintenant c'est devenu une évidence pour à peu près tout le monde, c'est l'apprentissage des savoirs fondamentaux dès l'école primaire. C'est là que ça commence. Et c'est sans doute là qu'il faut mettre aujourd'hui le paquet et accroître les moyens. C'est un problème de moyens, c'est un problème de méthode. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des méthodes d'apprentissage des savoirs fondamentaux qui ne marchent pas et qu'il y a des méthodes qui marchent. Alors, parfois, quand je dis ça, on me dit que je simplifie, mais je constate quand même que ça recueille pas mal d'assentiments des enseignants. Moi, j'ai appris à lire B à bas. C'est ce qu'on appelait la méthode syllabique. Et puis après, des gens très savants, des intellectuels de haut vol, de l'Inspection générale de l'éducation nationale, ont inventé la méthode globale. Donc, on vous présente un objet et puis vous devez retenir le nombre. Et ça ne marche pas. Et le taux d'illettrisme dans les études PISA en France, en 6e, bat tous les records. Revenons à des méthodes qui ont fait leurs preuves. Et il y a des gens qui l'ont vérifié. L'Institut Montaigne, par exemple, avec qui je travaille un peu, a fait une expérience en changeant la méthode d'enseignement dans un certain nombre d'établissements d'enseignement privé, dès la grande section de maternelle et la première section d'élémentaire, pour changer la méthode d'apprentissage de la langue. Les résultats sont spectaculaires en 6e. Le taux d'illettrisme recule. Donc,
première réforme à mettre en œuvre à ce niveau-là. Ensuite, il y a la réforme du collège. Alors on me dit, bon, le collège unique, c'est une catastrophe. Je ne sais pas ce que c'est que le collège pas unique entre nous. Donc, il faut peut-être l'inventer, j'en sais trop rien. Moi, au collège, j'ai 2 ou 3 idées. D'abord, il faut personnaliser les parcours de formation des jeunes. Ils ne sont pas tous pareils. Ils n'ont pas tous les mêmes facultés et surtout, ils n'ont pas tous le même degré de maturité. Et donc, il faut moduler les choses et personnaliser les parcours. Et c'est là que je retrouve le numérique. Le numérique, pour cela, est un outil. Ce n'est pas une fin en soi. Ça peut permettre effectivement des pédagogies plus adaptées, plus modulées à la possibilité, aux possibilités de chaque enfant. J'ai fait ça à Bordeaux. Alors, dès l'école élémentaire, j'ai doté toutes les classes élémentaires de Bordeaux de tableaux interactifs. C'est une véritable révolution dans la pédagogie. On dit souvent que les enfants s'emmerdent à l'école. Donc, voilà. Là, quand on leur montre un écran, que là-dessus ils peuvent se connecter à des tas de choses, à des tas d'informations, tout de suite leur attention est fixée et les professeurs savent parfaitement s'en servir. Et puis on va passer maintenant à la tablette numérique individuelle, pédagogique, qui sera confiée à chaque enfant, où il pourra d'abord ne plus trimballer tous ses bouquins sur le dos quand le matin il arrive à l'école, où il y aura le cahier de texte, où il y aura, etc., et où pourra moduler son enseignement, moduler les exercices proposés à chaque enfant en fonction de sa tablette. Donc voilà quelques idées sur le collège. Ensuite, il y a, pour faire simple, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, l'articulation entre la fin du lycée et l'enseignement supérieur. On dénonce ce scandale qui est le fait que 150 000 jeunes quittent le lycée sans rien. Ils ont échoué à tout. Ils n'ont aucune formation. Et c'est un drame. Il faut les récupérer. Il y a l'école de la deuxième chance qui ne marche pas trop mal, mais il y a d'autres possibilités à développer. Mais dont on ne parle jamais, c'est les 50% d'étudiants qui, au bout de 3 ans de préparation à la licence, se plantent à la licence et qui s'évaporent dans la nature. Là encore, sans aucune formation, sans rien du tout. Et donc cette articulation entre la fin du lycée et le début de l'enseignement supérieur est absolument essentielle. Ça veut dire une orientation beaucoup plus maîtrisé que ce n'est le cas aujourd'hui, et ça veut dire surtout une diversification là aussi des parcours. Il y a un thème qui fait l'objet d'un consensus et sur lequel malheureusement il y a un échec collectif gauche-droite, c'est la formation en alternance et l'apprentissage. Tout le monde est absolument convaincu qu'il y a une grande partie de nos jeunes à cette phase de leur développement et de leur formation qui tireraient grand profit à aller dans des filières plus courtes ou des filières d'apprentissage ou d'alternance. On fait des grandes déclarations. L'année dernière, en France, le nombre d'apprentis a diminué. C'est-à-dire qu'on a des résultats exactement inverses à l'objectif qu'on se fixe. En Allemagne, sur une classe d'âge, je crois, vous vérifierez le chiffre, 3 fois plus de jeunes qui passent par la filière de l'apprentissage qu'en France. Regardez le taux de chômage des jeunes en Allemagne et le taux de chômage des jeunes en France. Voilà quelques-unes des réformes qui me paraissent absolument essentielles pour remettre notre système éducatif sur la bonne voie. Il y a un acteur... J'ai oublié un truc, pardon, qui est essentiel. Peut-être que c'était votre question d'ailleurs. Allez-y, pardon. Il y a un acteur dont vous n'avez pas du tout parlé, ce sont les professeurs. Est-ce que vous êtes favorable, comme Nicolas Sarkozy, à une réduction du nombre de professeurs et à une augmentation de leur salaire ? C'est exactement ce que j'avais l'intention de rajouter à mon propos, c'est que toute la réforme du système éducatif, elle passe par, je ne sais pas comment il faut dire, mais un certain nombre de réformes concernant les enseignants. Si nous n'avons pas des enseignants à l'aise, bien dans leur peau, mieux formés, plus performants, toutes les réformes seront vouées à l'échec. Donc tout passe par cette qualité-là. Et donc il y a de gros efforts à faire parce que nous avons laissé se prolétariser la fonction enseignante en France. Il y a quelques décennies, un instituteur dans un village, c'était un personnage. Aujourd'hui, c'est plus un personnage. Quand j'étais au lycée à Mont-de-Marsan, mon prof de français de terminale, qui était agrégé, ou de première, c'était un personnage. Aujourd'hui, c'est plus des personnages. Notamment parce que la rémunération s'est beaucoup dégradée. Un prof de lycée en France, aujourd'hui, il gagne presque moitié moins qu'un prof de lycée en Allemagne. Alors que globalement, la France dépense autant pour son système éducatif que l'Allemagne, en pourcentage du PIB. C'est donc qu'il y a une mauvaise allocation des moyens. Et donc la solution, ce n'est pas le recrutement de professeurs supplémentaires. Je ne suis pas sûr qu'il faille les diminuer, mais je suis sûr qu'il ne faut pas les augmenter, le nombre, veux-je dire. Et donc il faut trouver une
autre implication de l'enseignant dans l'établissement scolaire. Et moi, ce que je dis, c'est qu'il faut mieux les payer en leur demandant de consacrer davantage de temps de présence dans l'établissement pour faire du soutien scolaire, pour recevoir les familles, pour être présent dans l'établissement. Certains me disent, mais on n'a pas de bureau. Si on a des rendus à cet argument-là, eh bien on va faire des bureaux. Hein, ce n'est pas le problème. Et notamment, on le fait dans tous les nouveaux établissements. On essaye de les doter de bureaux. Donc voilà un peu la logique. Ça ne va pas être facile à négocier avec les syndicats d'enseignants. Hein. Je ne suis pas naïf, là. Hein. Mais c'est une problématique, je crois, qu'il faut poser et qui peut les faire réfléchir et faire bouger les choses. Dans leur combat contre les injustices et les rentes de situation, Bruno Le Maire et Xavier Bertrand proposent une suppression de l'ENA. Est-ce que vous êtes aussi favorable à une suppression de l'ENA? C'est une foutaise. On recréera une autre école qui s'appellera l'AN. On changera l'acronyme. Enfin, c'est vraiment casser le thermomètre, ça, pour faire tomber la fièvre. On a besoin d'une école qui forme des hauts fonctionnaires. C'est évident. Et ça a été un grand progrès, l'ENA. Moi, je ne serais jamais rentré à l'inspection des finances avant l'ENA. Hein, pourquoi? Parce qu'il fallait être fils d'inspecteur des finances pour être dans le circuit ou fils de diplomate pour entrer au Quai d'Orsay. Et l'ENA a été une formidable démocratisation de la haute fonction publique, même si aujourd'hui, évidemment, l'ascenseur social fonctionne moins bien qu'il n'a pu fonctionner par le passé. Qu'il faille réformer l'ENA, bon, sans doute, on en parle en permanence. Vous voyez, sa directrice était à Bordeaux il y a 48 heures, non, la semaine dernière, plus exactement, Nathalie Loiseau, c'est une femme formidable, qui est directrice de l'ENA, qui est en train de changer un certain nombre de choses, mais qui est parfaitement consciente qu'on a besoin, ou alors il faut supprimer le Conseil d'État, si on n'a plus besoin de conseiller d'État. Il faut supprimer la Cour des comptes, si on n'a plus besoin de conseiller de la Cour des comptes. Il faut supprimer le corps préfectoral, si on n'a plus besoin de préfet. Comment on va les former? Bon, je veux bien qu'on en discute, mais je veux dire que ça aussi, c'est soigner les causes et pas s'attaquer aux effets. L'une des choses qui motive, je sais, Bruno Le Maire et Xavier Bertrand, c'est l'insuffisance, enfin, en tout cas Bruno Le Maire, je l'ai entendu s'exprimer à plusieurs reprises, c'est l'insuffisance du nombre de personnes issues de l'entreprise privée dans le monde politique. Pas dans la haute administration, encore qu'on pourrait le dire aussi, mais surtout dans le monde politique. Et donc Bruno Le Maire a même proposé d'obliger les fonctionnaires à démissionner de leur corps d'origine quand ils font de la politique, de façon qu'en cas d'échec, ils ne puissent plus rentrer dans leur corps d'origine. Ça aussi, c'est une idée très sympathique. Ça ne fera pas venir à la politique un seul chef d'entreprise supplémentaire. Ça dissuadera peut-être quelques fonctionnaires de le faire, mais ce n'est pas pour autant que ça attirera des chefs d'entreprise. Et moi, je lance le bouchon en sens inverse. Essayons d'imaginer un système où on garantirait aux gens venus de l'entreprise et qui ont envie de faire de la politique un filet de sécurité. Et c'est pas impossible. Je discutais avec certains patrons qui commencent à venir à cette idée-là. Tu fais de la politique, très bien, tu connais l'entreprise de l'intérieur, au monde politique, à la discussion parlementaire, à la discussion des lois, une vision différente. Mais si tu te plantes, eh bien, on te récupérera d'une façon ou d'une autre, pas au même job, peut-être pas au même salaire, etc., mais on te récupérera. Et ça serait de nature à attirer, je pense, dans la vie politique, comme ce serait utile, des hommes et des femmes venus de l'entreprise. En janvier, la France a été bouleversée par les attentats et vous avez mis en cause la politique pénale menée ces dernières années par Madame Taubira, qui utilise l'absence de place dans les prisons comme un prétexte pour ne pas mettre les condamnés en prison. D'où ma question, est-ce qu'il faut construire de nouvelles prisons et à quelle échelle? Oui, ma réponse est sans hésitation. D'abord, je n'ai pas fait de lien entre la politique pénale de Mme Taubira et les attentats contre Charlie. Il ne faut pas tout globaliser. J'ai mis en cause la politique pénale de Mme Taubira, mais de façon générale. Que dit en effet le gouvernement actuel? Il n'y a plus de place dans les prisons. Les conditions d'incarcération en France sont scandaleuses. Pas longtemps que je n'ai pas visité de prison, mais tous les parlementaires qui le font assez régulièrement les dénoncent avec indignation. Encore tout à l'heure, dans le groupe de travail que j'animais ce matin, l'un d'entre eux rentrait de l'étranger. Il me disait, quand on va à une prison allemande ou néerlandaise ou danoise et qu'on repasse dans une prison française, c'est épouvantable. Les nôtres sont sales, mal entretenues, avec le non-respect de ce qu'est l'encellulement individuel.
Normalement, les personnes incarcérées devraient être en cellule unique. Bon, on est complètement à côté de la plaque. Et on sait qu'il manque aujourd'hui 20 000 places de prison. Le gouvernement dans lequel Dominique Perben était garde des Sceaux avait lancé un programme de construction de prisons nouvelles, en PPP d'ailleurs, qui ont été à peu près réalisés. Il faut aujourd'hui en construire de nouvelles. Or, quelle est l'attitude qui a été prise par le gouvernement actuel? Comme il n'y a plus de place dans les prisons, eh bien, on va trouver d'autres modalités pour punir les délinquants autres que la prison. C'est pas absurde en soi. Et je ne suis pas contre les peines de substitution, ça existe déjà. Les travaux d'intérêt général. Pas faire du mauvais humour, mais enfin, M. Berlusconi a été, avec sa voiture et son chauffeur, une fois par semaine, faire un travail d'intérêt général pour purger sa peine de prison en Italie. Je crois qu'il a fini maintenant. Donc ça existe déjà, pourquoi pas? Et donc on a créé la contrainte pénale pour des délinquants condamnés à des peines de prison inférieures à 5 ans. C'est beaucoup, 5 ans ferme. Et donc on ne met pas en prison. Et donc on les laisse à l'extérieur avec un certain nombre d'obligations à respecter. Mais encore faut-il qu'il y ait un dispositif administratif qui permette de les suivre, que l'administration pénitentiaire ou la justice ait les moyens de vérifier que les obligations que doivent respecter ces détenus en contrainte pénale à l'extérieur de la prison. Or, tous les acteurs concernés, c'est pas moi qui le dis, vous disent qu'on n'a pas les moyens de le faire. Et donc la contrainte pénale n'est pas véritablement suivie. Et le message est très, très négatif. Le message, c'est... excusez-moi, à moins de 5 ans, mais en France, il ne se passe rien. Voilà pourquoi ma réponse est très claire. Il faut effectivement se donner les moyens de construire des places de prison supplémentaires, mais des prisons dignes, des prisons qui ne soient pas des incubateurs de radicalisation islamique ou de criminalité. Ça implique vraiment une politique pénale très profondément revue. Et au-delà de la réponse pénale après les attentats, il y a la réponse religieuse. Et là, encore une fois, vous préconisez le dialogue. Et vous prenez l'exemple de Bordeaux, où vous avez mis en place Bordeaux Partage, qui permet donc aux différentes instances religieuses de se rencontrer et de dialoguer. Est-ce qu'on peut vraiment mettre en place un dialogue interreligieux efficace à l'échelle d'un pays tout entier? Je crois, et c'est quelque chose qu'il va falloir faire. Il y a aujourd'hui déjà un dialogue de l'État avec les religions. Il y a une structure informelle entre le ministère des Cultes, qui est le ministère de l'Intérieur, et puis un certain nombre de responsables de la religion catholique. Je crois qu'il y a le président de la conférence des évêques, le cardinal archevêque de Paris. Il y a un dialogue qui existe à ce niveau-là. Il y a un dialogue avec les autorités juives, le CRIF et les autorités constituées. Il y a eu une tentative qui a été faite par Nicolas Sarkozy et qui partait d'une bonne idée pour essayer d'organiser l'islam de France. Le problème, c'est que, contrairement à l'Église catholique, où il y a une hiérarchie, un clergé, les protestants aussi, à moindre degré, mais ça existe, et les juifs, parmi les musulmans, il n'y a pas véritablement de clergé et il n'y a pas véritablement de hiérarchie. Et donc le dialogue avec une communauté qui est par ailleurs extrêmement éclatée, avec des adhérences extérieures. Il y a la mosquée de Paris liée à Alger, il y a ceux qui sont liés au Maroc, il y a les Turcs, etc. Ça rend les choses extrêmement difficiles pour les pouvoirs publics que d'avoir un vrai interlocuteur représentatif des musulmans de France. Alors le CFCM n'a pas très bien fonctionné, et l'idée aujourd'hui, ce serait peut-être, c'est ce sur quoi je réfléchis, de globaliser un peu cette instance de dialogue entre les différentes religions, pour qu'elles se parlent entre elles et qu'elles soient ensemble les interlocuteurs des pouvoirs publics. C'est ce que j'ai fait sur une modeste échelle, comme dans d'autres villes, d'ailleurs je ne suis pas le seul à l'avoir fait, ça existe à Marseille, en créant Bordeaux Partage. Bordeaux Partage, c'est le cardinal, c'est le pasteur qui préside la conférence des églises protestantes, c'est le grand rabbin de la synagogue de Bordeaux, c'est un imam particulièrement représentatif qui est l'imam Tarek Obrou, il y a même les orthodoxes. Bon, on se réunit 2 fois par an, d'abord pour se connaître, pour se parler, pour savoir qui on est. Et ensuite, on organise des rencontres ouvertes sur le grand public. La dernière, après les attentats que vous évoquiez tout à l'heure, avait pour titre « Les religions, source de violence ou de paix sociale ». Et on a eu, là, pendant 2 heures, le témoignage des différentes personnalités que je viens de citer, des différents chefs religieux, et c'était passionnant. Et les 500 ou 600 personnes qui étaient dans la salle. Voilà, on est confronté à cette situation. Comment on traite ce problème de l'islam aujourd'hui? Est-ce qu'on part du principe que l'islam n'a pas sa place en France parce qu'une lecture radicale et littéraliste du Coran n'est pas compatible avec les principes de la République, avec la laïcité en particulier?
Est-ce que c'est ça l'islam? Et alors c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Ça veut dire que nous sommes incapables de pouvoir accueillir en France les 4 ou 5 millions de musulmans qui y sont nés parfois et qui n'ont pas du tout envie d'aller voir ailleurs. J'ai été frappé le soir des élections par ce témoignage d'un jeune musulman qui disait « Moi, je suis né ici, moi. Moi, j'ai nulle part ailleurs où aller. Hein, ma famille est en France. Moi, je suis français. Mes parents, ils sont français. Et parce que je suis musulman, on va me chasser. Moi, je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter cette vision de la société française. Et donc, la seule alternative, c'est quoi? C'est de dire aux musulmans, est-ce que oui ou non, vous êtes prêts à accepter les valeurs de la République et les principes de la démocratie française? À commencer par le principe de laïcité, c'est-à-dire que la loi religieuse ne prévaut pas sur la loi civile, c'est l'inverse, et puis qu'il y a un certain nombre de valeurs qui ne sont pas négociables, comme en particulier l'égalité entre les hommes et les femmes. Je pense qu'il y a aujourd'hui toute une fraction, et j'espère que c'est une fraction majoritaire, de l'islam de France qui est dans cette logique-là. Et c'est avec eux qu'il faut essayer de travailler. Et c'est à eux de le dire. Alors c'est là qu'il y a un peu une difficulté, parce que parfois ils nous disent « Mais pourquoi voulez-vous qu'on se justifie ?» Il ne s'agit pas de se justifier. Si moi je dis que l'islam est compatible avec les valeurs républicaines, qu'il n'y a rien dans l'islam qui interdise le principe d'égalité des hommes et des femmes, qui va me croire? Personne. Hein? Si c'est un ensemble de responsables musulmans, de théologiens musulmans, d'intellectuels musulmans, d'imams musulmans qui le disent, alors ça commence à prendre du poids. Voilà mon approche de ce problème. C'est compliqué, ça pose des tas de problèmes connexes. Qu'est-ce qu'on fait sur le financement des lieux de culte? Comment on s'assure que les imams qui prêchent dans les mosquées prêchent en français d'abord et ne véhiculent pas des idéologies qui sont incompatibles avec les valeurs républicaines? C'est pas facile, mais je pense que c'est la seule voie pour éviter la confrontation entre les communautés en France. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais lorsque vous étiez venu il y a 2 ans à HEC, vous aviez fait des émois avec une imitation de Valéry Giscard d'Estaing. Moi? Oui. Je suis très mauvais imitateur. Je m'étais lâché ce soir-là. Est-ce que vous pourriez ce soir, une fois encore, vous illustrer par votre brillant talent? Non, là vous me cueillez complètement à froid. Je ne sais pas si la dernière fois j'avais respecté. Non, vraiment, ce soir, je ne suis pas en mesure de vous parler au nom du président Giscard, même si je l'ai vu il n'y a pas très longtemps. Je crois que Canteloup est beaucoup plus doué que moi. Et enfin, notre dernière question. Il y a beaucoup de jeunes en France qui se désintéressent de la politique, qui n'y croient plus, et qui sont tentés par un départ à l'étranger, y compris ici. Quel message voulez-vous laisser ce soir aux jeunes? D'abord, le fait que les jeunes ne se passionnent pas pour la politique n'est pas un fait nouveau. Moi, je fais de la politique depuis 30 ou 40 ans, et le problème traditionnel des partis politiques, c'est comment intéresser les jeunes à la politique. C'était vrai quand Chirac a créé le RPR en 1976, vous voyez que c'est pas d'hier. C'était vrai quand j'ai fondé avec d'autres l'UMP en 2002, et c'est vrai aujourd'hui. Et il y a des jeunes qui viennent à la politique. Hein, parmi les jeunes maires qui ont été élus en 2014, il y en a beaucoup qui ont 30 ans, 35 ans, et même souvent moins. Le maire d'Angoulême, le maire de Marmande, le maire de Saintes, le maire dans ma région, etc. Donc il y en a beaucoup qui s'y intéressent et qui veulent se lancer. Et je crois que c'est bien et qu'il faut les y encourager. Je leur dis simplement une chose, avant de vous lancer dans la politique, ayez un métier. Hein, ne soyez pas apparatchik. Ne soyez pas complètement dépendant du parti politique auquel vous adhérez. Parce qu'à ce moment-là, vous devenez un apparatchik, précisément, pour reprendre le mot que j'ai utilisé. Donc, commencez par vous doter d'une profession solide, et puis ensuite, si ça vous intéresse, faites de la politique et faites-le. Sur le départ des jeunes, ça c'est une autre question, parce qu'ils ne partent pas parce qu'ils ne s'intéressent pas à la politique, ils partent parce qu'ils ont le sentiment qu'ils se développeront mieux à l'étranger, ils développeront mieux leurs projets à l'étranger qu'en France. Alors moi, j'ai 2 choses à leur dire, pour simplifier, parce que vous m'aviez dit 1 heure de truc, là. Ça fait 1h30 déjà, non? 1h10. Ah bon, ça va. C'est pas que je trouve le temps long, hein, je précise tout de suite, mais au contraire, je suis prêt à continuer de la salle après. Ah bon. Donc et après, il y a quoi? Il y a un pot après, non? Ouais. Ah bon. Bon, parce que je pensais... Je disais donc, moi j'ai 2 messages. D'abord, il ne faut pas hésiter à partir. Hein,
C'est bien d'aller découvrir le vaste monde. Les Français ont été trop longtemps casaniers. Les Français étaient incapables de parler des langues étrangères, en particulier l'anglais. Aujourd'hui, il faut aller voir ailleurs ce qui se passe. Vous avez la chance désormais, dans tous vos cursus universitaires, chance que je n'ai pas eu moi, d'avoir une année, au moins, de formation à l'étranger, et sinon plus. Et les communautés françaises à l'étranger étaient souvent des petites communautés comparées aux Anglais, naturellement, qui s'expatriaient plus volontiers, ou même aux Allemands ou aux Américains, ça va de soi. Donc ça, c'est pas une catastrophe en soi que d'aller voir ailleurs. J'ajoute simplement, essayez de revenir après. Essayez de revenir pour nous faire profiter de ce que vous aurez vu ailleurs, de l'enrichissement intellectuel ou professionnel qui aura été le vôtre. Et c'est pas exceptionnel, hein. Il y a des gens qui reviennent. Bon, Londres, c'est formidable. Il y a 400 000 Français. La dernière fois que j'ai vu le maire de Londres, M. Boris Johnson, qui m'avait impressionné par sa chevelure, notamment, c'est vrai que j'étais extrêmement complexé quand j'ai vu son truc, il m'avait dit, est-ce que vous savez que je suis le maire d'une ville où il y a plus de Français qu'à Bordeaux? C'est vrai. Mais je rencontre des Français de Londres qui me disent, ah, mais avec le temps, le loyer à Londres, c'est difficile, hein. Et puis, le système de santé, et puis, quand on a des enfants, les écoles, etc. Finalement, quand on revient à Bordeaux, on se rend compte qu'avec un salaire moindre, on a un niveau de vie et un pouvoir d'achat supérieur. Et il y a des opportunités. Donc voilà, partez, revenez. Et puis la deuxième chose que je veux vous dire, c'est ne croyez pas ceux qui vous disent que la France est un pays foutu et en déclin. Ce n'est pas vrai. C'est aujourd'hui une de ces idées politiquement correctes qu'on voit dans des livres qui font de grands succès de librairie, mais qui ne correspondent pas à la réalité. Vous êtes dans un pays formidable. La France est une grande puissance économique, je l'ai dit tout à l'heure. Elle a des infrastructures de grande qualité, bien meilleures que celles de l'Allemagne. Elle a une démographie positive. Il y aura plus de Français que d'Allemands dans 10 ou 20 ans, si ça continue comme ça. Elle a une jeunesse entreprenante, et je le vois pas simplement dans des écoles comme celle-ci. Et puis, c'est un pays qui a un statut international. Nous sommes membres permanents du Conseil de sécurité. Nous avons un des rares systèmes de défense qui est encore capable, je ne parle pas des Américains, mais de projeter des forces militaires à l'extérieur pour défendre nos intérêts. On le voit aujourd'hui, à condition qu'on ne continue pas à baisser nos moyens de défense, etc., etc. Et puis, nous sommes un territoire formidablement attractif. La France est belle. C'est génial d'avoir un pays aussi beau. Moi, j'adore le Canada. J'y ai vécu 1 an, je trouve ça génial. Mais au Canada, vous prenez votre bagnole et pendant 1000 km, les mêmes lacs et les mêmes orignaux. Quand vous partez de Bordeaux, vous faites 50 km, vous êtes sur le bassin d'Arcachon, vous en faites 150, vous êtes à Biarritz ou dans les Pyrénées, vous en faites 100 vers le nord, vous êtes à Cognac, vous en faites 100 vers l'est, vous êtes dans le Périgord. C'est un pays extraordinaire. Il y a des ressources formidables et c'est pas un hasard si c'est la première destination touristique du monde. Voilà. Donc ce pays, il a des possibilités considérables. Il faut qu'il reprenne confiance en lui-même. Il ne faut pas avoir peur. Moi, j'aime pas un Premier ministre qui me dit j'ai peur, même si j'ai peur du Front National, moi j'ai pas peur. Il faut avoir confiance, et puis on compte sur vous, parce que la principale richesse de la France, c'est vous. Et je ne vous dis pas ça pour vous faire plaisir, je le dis parce que je le crois et que je le constate. Merci beaucoup, Monsieur Juppé. On va maintenant faire circuler des micros pour les questions de la salle. Oui, bonjour Monsieur Juppé, enfin bonsoir. Vous aviez par là, oui, voilà. Vous aviez suggéré que la classe politique des chefs d'entreprise l'intègre, qu'elle soit en tout cas plus diversifiée, qu'elle soit plus représentative de la population qui travaille. Est-ce que le souci fondamental n'est-il pas finalement la réélection ? Le fait qu'un homme ou une femme puisse vivre uniquement de la politique et puisse finalement mener une carrière toute sa vie dans la politique sans jamais avoir rencontré les réalités du terrain. Qu'on veuille se succéder à soi-même, c'est une règle assez humaine. On dénonce souvent la longévité des hommes politiques qui voient leur mandat se succéder. Vous avez fait une petite enquête sur la longévité des patrons de PME ?
En général, ils y passent 15, 20, 30, c'est leur boulot, c'est leur affaire, c'est leur beefsteak, c'est leur entreprise. Mais il y a aussi une certaine continuité. Et je ne suis pas sûr que les grands patrons désignés des grands groupes du CAC 40 n'aient pas pour ambition de se succéder à eux-mêmes. Donc ça, c'est la nature humaine. Et il ne faut pas tout d'un coup stigmatiser les hommes politiques parce que quand ils considèrent qu'ils font bien leur métier, ils veulent continuer à apporter ce qu'ils pensent de positif à la collectivité. Alors sans doute faut-il limiter la durée des mandats. Oui, pourquoi pas. Hein, je pense qu'on ne s'improvise pas homme politique. Et l'idée qu'on fait 3-4 ans, on va faire un petit tour, on va voir ailleurs, et puis on revient pas, c'est une idée fausse. Et chaque fois que ça s'est passé comme ça a été un plantage pour les gens qui n'avaient pas fait l'apprentissage politique nécessaire. Il y a un apprentissage de la vie politique. Il y a des choses à apprendre, ne serait-ce que voir les gens, écouter les gens, passer du temps avec les gens. C'est très différent de la vie d'entreprise. Donc je crois qu'il ne faut pas non plus tout mélanger. Et puis après tout, si les électeurs reconfirment leur confiance à quelqu'un qui sollicite un nouveau mandat, ben voilà, c'est que c'est justifié. Je vais prendre l'exemple des maires. Pourquoi est-ce que les maires aujourd'hui ont une image politique meilleure que la plupart des autres responsables politiques? Quand vous regardez les sondages sur la classe politique en général, bon, les maires sont ceux qui s'en tirent le mieux, avec des coefficients positifs encore, alors que de façon générale, les hommes politiques ne sont pas considérés. Pourquoi? Très précisément parce qu'ils ont la longévité qui leur permet de faire des choses. Ce que les gens attendent d'un responsable politique, c'est qu'il réalise, c'est qu'il soit un faiseur et pas un parleur. Or, pour faire les choses, il faut du temps. Moi, en 20 ans, pardon d'être un peu immodeste en fin de soirée, je pense que j'ai contribué, et j'étais pas seul, mais enfin j'ai joué un rôle quand même assez déterminant à transformer la ville. Je l'aurais pas fait si j'avais fait un mandat ou 2 mandats. Il m'a fallu 20 ans pour faire un pont. Hein, entre le moment où on dit je veux faire un pont et le moment où on inaugure le pont, il faut 15 ans. Parce qu'il y a des procédures, des études, des concertations, des marchés, etc. à passer. Donc il faut du temps, il faut le temps de la réalisation. Donc cette idée que vraiment c'est en faisant valser les hommes politiques à toute vitesse tous les 3 ou 4 ans qu'on arrivera à régénérer la politique me paraît pas tout à fait pertinente. Cela dit, M. Sarkozy a fait une réforme constitutionnelle qui fait que désormais le président de la République ne peut faire que 2 mandats. Voilà. En général, quand on fait ça, on le regrette à un certain moment de sa vie. Et on cherche à changer la Constitution pour faire un 3e mandat. Moi, au moins, je serai à l'abri de ce risque. Voilà. Si je suis élu, je n'en ferai qu'un. Pour des raisons que vous avez eu la délicatesse de ne pas évoquer ce soir. Monsieur Juppé, bonsoir. Je voudrais revenir sur un élément que vous avez mentionné, sur la rémunération du nouveau patron de Sanofi. Vous avez dit que vous la comprenez, et j'aimerais vous poser la question sur est-ce que cette compréhension ne cache pas une fausse justification? Et j'aimerais vous demander quelle est la justification, et non l'explication, mais bien la justification, lorsqu'une entreprise décide de rémunérer son patron avec une telle somme, au moment même où elle licencie des personnes qui vont se retrouver dans le besoin, et comme vous l'avez dit à Bordeaux, qui devront choisir, qui seront sous le seuil de pauvreté, qui devront donc choisir entre manger de la viande en fin de semaine ou payer l'électricité à la fin du mois. Je vous remercie. Je vous ai dit pourquoi j'avais réagi en 2 temps. Et la justification, c'est qu'il y a un marché. Il y a un marché mondial des dirigeants de grandes entreprises. Alors, ou bien on veut en avoir des bons et on paye le prix, ou bien voilà, on ne paye pas le prix et parfois on n'a quelques déboires. C'est ainsi. Je ne dis pas que ça me ravit sur le plan intellectuel et moral, mais il faut parfois faire un petit peu de réel politique. Deuxième chose, il faut quand même aussi remettre les choses en perspective. Je ne sais pas combien le nouveau patron de Sanofi paye d'impôts. Hein, mais ce n'est pas une rémunération nette hors impôts. Hein, et le poids de la fiscalité, il est très élevé dans notre pays. C'est aujourd'hui 60%. Si on ajoute les cotisations sociales, CSG, CRDS, etc., le taux marginal de l'impôt, alors ce n'est pas le taux moyen, mais enfin, c'est le taux marginal.
hein, qui est très supérieur. Donc voilà, l'impôt, il est là pour corriger ces inégalités. Puis enfin, une dernière réflexion qui vous paraîtra peut-être là aussi trop cynique, je n'en sais rien. Faisons payer les riches, ok, mettons un taux d'impôt à 75%, ajoutons l'ISF, faisons en sorte que pour certains, s'il y a 120% de leurs revenus qui passent à l'impôt, les riches, ils se tirent. Quand il n'y a plus de riches, qui va payer pour aider les autres ? Donc je crois qu'il faut dans tout ça garder une certaine proportion. Il faut un impôt qui assure la solidarité, un impôt progressif. L'impôt français est progressif. Depuis qu'on a supprimé les 75%, il est correctement progressif, et je ne propose pas de le baisser, naturellement. Mais voilà, c'est ça aussi qui doit être pris en compte lorsqu'on parle de solidarité. Bonsoir, Monsieur Juppé. Je voudrais vous demander qu'est-ce que vous changerez dans la politique. Vous êtes au fond, là ? Oui, voilà. Ouais. Ça y est, je vous ai vu. Je voudrais savoir qu'est-ce que vous changerez dans la politique de la France vis-à-vis de la situation en Syrie, spécifiquement le Daesh. Et vous pensez quoi des approches faites par des députés français récemment vers le régime syrien ? Merci. J'ai fait un petit blog qui ne m'a pas valu que des éloges de la part de mes propres amis, en rappelant quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Qu'est-ce qui s'est passé en Syrie en 2011 ? Il y a eu quelques manifestants dans les rues de Damas qui demandaient un peu de démocratie. Alors c'était les printemps arabes, ça se passait ailleurs, en Tunisie, et bon, un peu de démocratie. Quelle a été la réaction de Bachar el-Assad ? La répression la plus sauvage qu'on puisse imaginer, jusqu'à arrêter et à torturer des enfants. À ce moment-là, il n'y avait pas Daesh, hein, il n'y avait pas de danger terroriste. C'était la demande d'un peu de démocratie. Alors que cet homme avait suscité quelques espérances. On s'était dit, il a été formé dans des grandes écoles occidentales, il a 35 ans ou 40 ans, donc il est plus moderne que son père, il va un peu desserrer le système. Rien. Aucune concession. Et ensuite, on a essayé de négocier avec lui. On lui a envoyé des médiateurs. La Ligue arabe a envoyé des médiations sur le terrain. L'ONU a envoyé des médiateurs. Le groupe des Amis de la Syrie a essayé de le convaincre de bouger. Rien. 200 000 morts du fait des affrontements en Syrie. Des millions de personnes déplacées à l'intérieur du territoire ou dans les pays voisins, la Jordanie, la Turquie ou le Liban. Il est donc, de mon point de vue, totalement responsable de la radicalisation de l'opposition. Et petit à petit, cette opposition s'est fracturée. Peut-être ne l'avons-nous pas aidée suffisamment efficacement. Et c'est ça qui a provoqué la montée de Daesh et donc de l'islamisme djihadiste. Et donc, il est responsable de tout cela. C'est bien aujourd'hui que, quand j'entends dire « on a besoin de Bachar pour lutter contre Daesh », j'avale pas ça. J'avale pas ça. Et il paraît qu'il ne faut pas mélanger la morale et la politique internationale. Ben, je ne partage pas tout à fait ce point de vue. Je crois qu'il y a des moments où il faut être fidèle à un certain nombre de principes moraux. Et la France, d'ailleurs, s'honore de défendre ces principes dans sa politique diplomatique. Voilà pourquoi je n'ai pas apprécié cette ambassade auprès de Bachar. Je crois que ce n'est pas comme ça qu'on sortira de ce drame. Il faut sans doute une solution politique, bien entendu, mais je ne pense pas que ce soit en remettant en selle quelqu'un qui a autant de sang sur les mains qu'on y arrivera. Je vous rappelle que la Commission des droits de l'homme de l'ONU de Genève l'a déclaré criminel de guerre et coupable de crimes contre l'humanité. Une dernière question, s'il vous plaît. Bonsoir, Monsieur Juppé. Alors, vous avez beaucoup parlé de votre attachement à l'Europe. J'aimerais savoir ce que vous pensez de l'arrivée de Monsieur Juncker à la présidence de la Commission européenne, avec ses précédents donc au Luxembourg en tant que Premier ministre et l'évasion fiscale qui s'est passée là-bas. Monsieur Juncker a été ministre des Finances, puis Premier ministre du Luxembourg pendant de longues années. Il a dirigé son pays à la satisfaction des habitants de Luxembourg, qui l'ont toujours réélu triomphalement. Est-ce qu'il a commis des choses illégales dans son pays? Je ne crois pas. Et personne ne le dit. Il a simplement laissé vivre au Luxembourg un système qui reposait, c'est vrai, sur des circuits fiscaux tout à fait condamnables et contre lesquels on lutte aujourd'hui en essayant de faire circuler l'information et de lutter contre les paradis fiscaux. Est-ce que ça le disqualifie
pour conduire la Commission européenne. Personnellement, je ne le crois pas. C'est un homme honnête, c'est un homme compétent, c'est un Européen convaincu, c'est un ami de la France, et je crois que l'impulsion qu'il est en train de donner à la Commission européenne va dans la bonne direction. Je n'en prendrai que 2 exemples. Il a décidé, il n'y a pas très longtemps, de mettre au panier plus de 80 règlements et directives préparés par la Commission précédente, parce qu'il estimait que c'était trop normatif. C'est très exactement ce que j'attends de l'Europe. Faire moins de normes, revenir à l'essentiel, s'occuper d'une véritable politique de l'énergie ou d'une véritable politique du numérique au niveau européen. Quand vous pensez que dans le top 20 des grandes entreprises numériques mondiales, les Américains pèsent 70%, les Chinois 20% et nous 0. Voilà ce qu'on devrait faire. Et je crois que Juncker se prépare à le faire. Son plan Juncker de soutien à l'investissement européen va plutôt dans la bonne direction. Voilà. Alors là encore, vous me trouverez peut-être, alors que j'invoquais la morale tout à l'heure, trop cynique et trop réaliste, mais je pense que c'est plutôt quelqu'un qui sera un bon président de la Commission européenne. Merci Monsieur Juppé d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous d'avoir été présent ce soir. Vous êtes tous invités à vous rendre au buffet qui nous attend à la sortie. Merci à tous. Merci à vous.